Vous savez, on ferme les yeux, on pense à la République. Grande supériorité du cinéma sur les autres arts, à mon avis, c'est qu'on peut montrer de la beauté involontaire. Thank you so much to the Hollywood Reporter. It's an absolute honour to be here today in full fucking glam at 8 a.m. on a Thursday morning. Elle est super, hein? La distinzione che io faccio tra cinema di prosa e cinema di poesia non è una distinzione di valore, è una distinzione puramente tecnica. And the Oscar goes to... J'adore rire. Et on est bien avec elle. Vas-y, Jean-Pierre. Moteur! Allons-y. Moteur! Bienvenue dans Ça ne ramènera pas François Truffaut, podcast de cinéma dans lequel moi-même, Samuel, cinéphile, discute de films qui ont suscité mon intérêt avec des amis. Podcast dans lequel on spoil allègrement. Je vous conseille d'avoir vu les films avant d'écouter. Pour l'épisode de cette semaine, je reçois mon amie Esilda. Bonjour Esilda. Bonjour Samuel. Eh bien, cette semaine, nous parlons de The Phoenician Scheme de Wes Anderson, 12e long métrage du prolifique réalisateur américain Wes Anderson, auteur des films d'animation Fantastic Mr. Fox, L'île aux chiens et les longs métrages en prise de vue réelle, La famille Tenenbaum, La vie aquatique, The Grand Budapest Hotel, The French Dispatch et son dernier film en date, Asteroid City, sorti en 2023. Donc Wes Anderson, c'est un cinéaste américain indépendant, entre guillemets, je mets moi entre guillemets, auteur d'une douzaine de longs métrages, comme je le disais, depuis la fin des années 1990. Et Wes Anderson, au fil des années, il est devenu un cinéaste incontournable, au style très reconnaissable, inimitable disent certains, style sur lequel on reviendra, et qui se caractérise notamment par une flopée d'acteurs et d'actrices célèbres, et The Phoenician Scheme n'échappe pas à la règle. On retrouve ainsi au casting Benicio del Toro, Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Scarlett Johansson, Bill Murray, Willem Dafoe, Benedict Cumberbatch, Jeffrey Wright. Et parmi les nouveaux venus, Mia Thapperton, Michael Cera et même Charlotte Gainsbourg pour une courte apparition. Comme la plupart de ce casting, car chez Wes Anderson, une poignée de ses acteurs occupent les rôles principaux, la majorité de ce casting prestigieux ne fait que de courtes apparitions. Dans ce film-ci, Benicio del Toro incarne Anatole Jaja Corda, un des entrepreneurs les plus riches d'Europe, qui réchappe pour la énième fois à un accident d'avion. Il décide alors de désigner sa fille unique, Liesel, qui se destine à être nonne, comme la seule héritière de sa fortune. Corda se lance dans un ultime projet aussi ambitieux que déterminant pour sa carrière, le projet Corda d'infrastructure maritime et terrestre de Phénicie, vaste opération d'exploitation d'une région laissée à l'abandon. Le risque financier personnel est vertigineux. Le film suit les tribulations de Corda et de sa fille pour tenter de convaincre des investisseurs tous hostiles à Corda. Le film fut présenté en compétition officielle au dernier festival de Cannes, duquel il est reparti bredouille, et j'ajoute que pour célébrer la patte andersonienne, la Cinémathèque française a organisé une exposition sur l'œuvre du cinéaste en collaboration avec le Design Museum de Londres jusqu'au 27 juillet. Et il faut mentionner que Wes Anderson est très apprécié par le public français. Asteroid City avait réuni plus de 300 000 entrées, The French Dispatch 450 000, L'île aux chiens 400 000 et son plus grand succès en France est The Grand Budapest Hotel avec 1,5 million d'entrées. Eh bien, commençons la discussion. Esilda, qu'as-tu pensé du film ? Eh bien, Samuel, très partagé, voire même pas partagé du tout. J'ai trouvé, j'avoue, le film un peu ennuyant. Après, bon, je vais pas non plus trop m'étendre. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à analyser. Mais on va s'étendre sur le sujet. Voilà, exactement. T'as déjà dit beaucoup de choses, donc on y reviendra peut-être. Mais ce que j'appelle le surcasting qu'on retrouve très souvent dans les derniers films, en tout cas aussi de Wes Anderson. Même en vrai, j'ai envie de dire les premiers. Dès le début. Dès La vie aquatique. Ou, la famille Tenenbaum aussi. C'est celui que j'allais citer, oui. Voilà, exactement. Beaucoup de répétitions thématiques. Ah ouais? Moi, j'ai trouvé toujours la présence-absence de la famille avec le rôle du père. Enfin, on voit ça dans La famille aquatique, un peu dans La famille Tenenbaum. Les mêmes acteurs encore et toujours. Alors, c'est toujours agréable de les voir. Enfin, c'est un côté un peu ludique de les voir, mais on se focalise souvent sur une. Enfin bon, il y a quand même une focalisation là sur une tête d'affiche, contrairement à French Dispatch. Alors, je mentionnais que une poignée d'acteurs occupent les rôles principaux. Donc, il y a Benicio del Toro dont tu m'as parlé, mais quand même, il y a Mia Thapperton. J'espère que je prononce bien.
qui est d'ailleurs la fille de Kate Winslet, je crois. Ah il bon? me semble. D'accord, Oui, ok, oui, intéressant. j'ai regardé, j'ai vu ça, ouais. Et Voilà. donc, il y a quand même elle et Michael Cera qui occupent les 2 autres rôles principaux. Est-ce que ça a pas un peu nuancé ton ennui face à ce casting prestigieux qui occupe les rôles principaux? Bah, pas vraiment, parce qu'on a déjà vu ça, hein, une sorte de mélange ou de binôme entre une figure un peu, enfin, comme, je sais pas, moi je pense à The Grand Budapest Hotel. Donc il y a la tête d'affiche un peu qui est Ralph Fiennes, À si je l'époque, prononce ouais, bien. oui. Et il y a, alors j'arrive jamais à prononcer son nom, Roars. Saoirse Ronan. Voilà, Saoirse Ronan, j'y étais pas du tout. J'ai mis des années à trouver la bonne Voilà, qui prononciation. était une jeune actrice à l'époque, déjà un peu connue, mais un peu comme, enfin, peut-être pas l'Isole, le personnage de la fille, mais Michael Cera, qui joue une espèce de tuteur. Voilà, on l'a déjà vu. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai déjà vu. Je ne sais plus où. Enfin, c'est aussi une figure quand même assez connue, mais qui n'est pas connue au sein du casting un peu habituel de Wes Anderson. Oui, bah c'est vrai que Michael Cera, il est quand même identifié dans le cinéma indépendant américain. C'est une figure qu'on a déjà vue, c'est vrai. Oui, c'est ça. Donc voilà, cette répétition, j'aimerais aussi continuer un peu sur toujours, alors ça, je pense qu'on va y venir sur les surdécors excessifs qui sont, enfin ultra géométriques, très symétriques, ou même désertiques. Hein. Enfin, quand je dis très symétrique, déjà, bon, on a déjà vu ça dans le Grand Budapest Hotel, désertique dans Asteroid City. Là, il y a un petit peu un mélange des deux. Les mêmes studios aussi, il me semble. Je crois que ça a été filmé. Alors c'est le Monde qui disait ça au studio Babelsberg, qui se trouve en Espagne. D'accord, ok. Il me semble qu'Asteroid City aussi. Oui, voilà. Ça avait été tourné en Espagne. Ouais. Et le chapitrage, encore et toujours avec là l'excessif, c'était vraiment French Dispatch, je trouvais. J'ai trouvé un caractère ludique, ça fait toujours plaisir de voir un Wes Anderson. Je comprends aussi le fait que le public français notamment apprécie Wes Anderson. Je crois en plus qu'il habite entre Londres et Paris, Wes Anderson. Mais un peu ennuyeux, dans le sens où en fait les décors sont très riches, mais j'ai trouvé ça ultra rapide. Ce qui fait qu'on n'a pas tout le temps d'apprécier justement ces décors. Donc certains me diraient qu'il faudrait revoir le film encore et toujours, sauf qu'en fait là, moi déjà de base, j'ai pas envie de revoir. Parce que voilà, c'est ça. Paradoxalement, au riche décor, en fait, j'ai trouvé que la narration était très longue, assez poussive et menait pas final à grand chose. En plus, je suis désolée, mais la transaction, je sais pas toi, mais enfin, espèce d'histoire d'argent, j'avoue, j'ai rien compris. Oui. C'est peut-être à dessein, mais c'est un prétexte, je pense. C'est un prétexte, oui. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur le style de Wes Anderson. Oui. Je pense qu'il faut qu'on le décrive pour que les personnes qui n'auraient jamais vu de Wes Anderson puissent s'en faire une image. Donc, c'est un style très maniériste, qui est très minutieux sur la composition des cadres et du plan. Une grande attention aussi dans la composition des couleurs. Globalement, des couleurs pastel. Des accessoires aussi, je rajouterais. Oui, alors j'allais y venir. Voilà, un goût du détail pour l'accessoire, le costume, le décor. Et même dans ces décors, il aime expliciter son artificialité, sa machinerie. Parce que je sais pas ce que tu as pensé, mais on sent que c'est un cinéma artisanal et fait de carton-pâte, en fait. Oui, c'est exactement ça. Chose qu'on perçoit aussi très bien dans The Grand Budapest Hotel. Bon, je procède un peu par comparaison, mais c'est vraiment tout ce critère j'ai presque envie de dire du fait main avec des objets. J'ai l'impression de trouver ça et là dans des brocantes, ou est-ce que c'est fabriqué ou pas? Ça, j'avoue que je connais pas suffisamment, voilà. Et puis une attitude vraiment très poussée sur le moindre détail, c'est-à-dire que le pansement, on voit très bien que par exemple le pansement sur quand il y a un moment, donc le personnage principal est dans une baignoire, il est blessé, donc il a des bandages partout. On voit un pansement sur sa poitrine, on voit très bien que, je sais pas, Wes Anderson a bien réfléchi à où exactement il a mis sur la poitrine de Benicio del Toro ce pansement-là, quoi. Oui. Et bon, il y a un côté fascinant, mais oui, voilà. Oui, et puis un goût aussi pour la symétrie. En fait, tout ça forme une harmonie visuelle. Il y a aussi ces travelling latéraux inimitables, beaucoup de regards caméra.
Et alors, dans son style, je pense que, enfin, je sais pas si on y pense forcément et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Il y a quand même ce jeu andersonien, cette direction d'acteur Ah oui. très particulière. Ouais, mais ça, Voilà. oui, c'était tout un point que je voulais aborder. Ce manque, cette absence d'émotion à la fois gestuelle, mais enfin un peu dialoguée quand même. J'ai l'impression que l'émotion peut se ressentir plus sur le sens des mots. Mais par contre, tout ce qui est voilà gestuel et émotion faciale, on va dire, j'ai l'impression que tout est enlevé. Mais là, vraiment, à un extrême. Je te Oui. vois froncer des sourcils, je sais pas si... Non, t'es j'allais d'accord, dire, mais ils sont très flegmatiques, c'est ça. constamment dans l'ironie. Effectivement, il y a ce Côté jeu, inertique aussi, voilà, enfin, j'allais dire une inertie totale, ouais. monolithique. Mais c'est On est ça. d'accord, et très distancié. Bah, notamment, ça me fait penser, il y a une scène, un moment, donc ils sont dans une espèce enfin, de tunnel, bon, là, c'est une fameuse scène où ils jouent au basket, et bon, c'est une scène qui se répète d'ailleurs parce que tout d'un coup, en fait, les personnages s'engueulent. C'est-à-dire que bon, il y a Tom Hanks d'un côté et Benicio del Toro de l'autre, et deux autres personnages, et tout d'un coup, hop, la colère, on va dire, commence. Ils commencent à déblatérer des paroles qui sont totalement inaudible, on ne sait pas du tout de quoi il parle, et tout d'un coup, hop, il s'arrête. C'est comme si Wes Anderson était là derrière en mode, c'est bon, stop, voilà, on gère. Donc en fait, c'est vraiment le côté aussi très marionnette, je trouve. Il est vraiment, mais on a l'impression qu'il est derrière chaque acteur pour réfléchir et vraiment voilà, gérer leur gestuelle, leur flegmatisme et voilà, et les limiter aussi dans leur jeu d'acteur au final. Oui, alors je vais reprendre l'expression qu'un ami m'a soufflé, j'espère qu'il se reconnaîtra. Lui m'a parlé d'un petit spectacle d'automates. Et Exactement. voilà. Et ce qu'il me disait en fait, c'est que ça enlève en fait la densité de la vie et l'accidentel. Et ce qui est très paradoxal, enfin, je vais dire paradoxal. En plus, je sais pas si tu te rappelles, mais Oui. Wes Anderson coupe les scènes d'accident dans tout le film parce qu'il y a beaucoup de Oui, scènes il y a des ellipses, ouais. Voilà, c'est ça. Et enfin, ça va dans ce sens-là, quoi. Vraiment, l'idée d'un petit spectacle d'automate qui est réglé de A à Z. Il y a cette mécanisme andersonienne qui a tout dévoré, en fait. Ouais, moi c'est vrai que le terme automate est vraiment très juste. Moi j'avais dans la tête plutôt un comportement presque robotique, Oui. donc et quasi inerte, hein, comme je le disais, qui peut fasciner, hein, je pense d'une certaine manière, et ennuyer. Donc ce qui personnellement est mon cas, mais voilà, Oui. après c'est pas. J'ai pas encore fait part de mon ressentiment, mais moi aussi, tout ça débouche sur de l'ennui. Et puis, alors moi, sur ce style, la manière dont je le qualifierais, en fait, je trouve que c'est de l'art décoratif. Et Oui. c'est devenu complètement ornemental. Et alors, pour ce film-là, je pense que ce qu'il qualifie le mieux, c'est, enfin, outre le spectacle d'automates, j'ai l'impression qu'il nous délivre des petites boîtes à musique. Et c'est pas pour rien que les boîtes ont une présence importante dans le scénario. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais en gros, Oui. voilà, le scénario suit une succession de boîtes et j'ai l'impression que chaque séquence, chaque plan, c'est comme ça une espèce de petite boîte à musique dans laquelle tout est gentiment ordonné. Mais je pense d'ailleurs que c'est aussi une des raisons enfin, il tourne dernièrement généralement plutôt en studio, mais le studio lui-même est la boîte dans laquelle il agence ses propres Exactement, automates, ouais. hein, qui sont des êtres vivants, mais ça pourrait être comme les Lilo chiens au Fantastic Mr. Fox, des espèces de marionnettes. On voit clairement qu'il a aussi un peu repris ça, j'ai l'impression, de toute son expérience de l'animation et du stop motion, voilà. Oui. Et d'ailleurs, à ce propos, moi j'ai écouté le podcast L'Heure du Monde, qui est le podcast du journal Le Monde qui revenait sur le film, et eux parlaient de manière très nonchalante de recettes. Moi, j'étais un peu estomaqué d'entendre ce terme-là parce que je suis pas sûr. Enfin, moi, ça me désespère qu'on qualifie le style d'un cinéaste de recette. Alors, ce dont il parlait aussi, et j'aimerais t'interroger là-dessus parce que tout ce qu'on dit me fait penser à ça. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension théâtrale du cinéma de Wes Anderson qui viendrait le sauver d'une certaine manière? Est-ce que d'une certaine manière, Wes Anderson ne retravaille pas le médium du théâtre à sa manière? Est-ce que tu peux développer sur ça? Parce que j'avoue. Alors, moi, je trouve que c'est vrai que c'est un cinéma théâtral, mais dans le mauvais sens du terme. Déjà, il y a ce goût pour le décor, le costume. On parle de boîte. En fait, il recréait la
la scène de théâtre. Et puis, pour revenir au premier point qu'on a abordé sur le casting, Wes Anderson crée une troupe, en fait, Oui. autour de lui. Mais ce qui m'agace, c'est que j'ai l'impression que tout ce qu'il a retenu du théâtre, c'est l'idée de machinerie et de spectacle. Alors que, enfin, pour moi, du moins c'est ma définition, le théâtre, c'est la vie, quoi, qui bouillonne sous tes yeux sur scène. Et c'est censé, justement, créer de l'émotion. Puisque, enfin, bref, ce sont des acteurs qui jouent devant vous. Oui, bah effectivement, c'est assez évident quand on parle. Après, bon, j'aimerais aussi revenir à un autre point. Globalement, l'artisan du détail, en fait, Oui. parce que en fait, c'est juste que j'ai l'impression que Wes Anderson est devenu presque un réalisateur un peu making of. C'est-à-dire qu'on cherche des anecdotes sur lui. Il y a une exposition actuellement sur lui Tu l'as vu? à la Cinémathèque que je n'ai pas vue. Moi non Que plus. j'aimerais d'ailleurs voir, hein, parce que ça reste quand même, c'est un univers, bon voilà, c'est incroyable, et il y a beaucoup de certains de ces films que j'ai beaucoup appréciés. Hein. Je pense vraiment à la famille Tenenbaum et La vie aquatique, où là justement en fait je trouvais que il y avait déjà ce côté un peu flegmatique, cette absence d'émotion, mais qui émettait chez le spectateur une forme de nostalgie, de tristesse, que moi je retrouve absolument pas ici même, qui est vraiment ce côté où j'ai une totale indifférence, et peut-être à dessein de son côté. Oui, c'est un film très lugubre quand même, hein, oui, qui aborde la mort. Exactement, alors que c'est un sujet en effet très lourd, mais que ce soit le final ou l'aspect comique, bon, on rit peut-être un peu de temps en temps, et encore, mais sinon... Et encore, moi j'allais te dire, je trouve aussi qu'on a perdu l'humour. Oui. Parce que le film se veut burlesque, il l'est pas tant que ça, hein, très honnêtement. Bah, on retrouve un peu, alors, ce qui, au départ, j'étais un peu optimiste parce qu'on retrouvait l'humour noir un peu du début. Quand il y a l'explosion de l'avion au départ, donc il y a le Benicio del Toro, Jaja Corda. Donc Jaja Corda qui est dans un avion, et tout d'un coup, le décor en fait qui est très bien construit explose. Oui. Et ça, il y a quand même une thématique de l'explosion, peut-être qu'on pourra aborder, notamment dans ce film. L'explosion de la boîte aussi en fait. Oui. Et en fait il y a du sang qui gicle d'un des passagers qui est derrière lui, c'était son espèce de secrétaire, je crois. Et je me dis tiens, un peu un retour du sang, de la thématique un peu voilà, humour noir en fait, j'ai envie de dire, de Wes Anderson, et au final qui n'a pas été trop développé ou reprise. Et voilà, donc ça m'a vraiment déçu. Oui, parce que c'est vrai qu'en fait ce style, il est tellement systématique que j'ai l'impression que Wes Anderson se caricature lui-même, oui. Que son cinéma est devenu complètement hors sol. Et toi, tu trouves que ça débouche sur de l'ennui? Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, personnellement, ça débouche aussi. Je suis embarrassé en fait. Ouais. Et ça débouche sur une forme aussi d'exaspération. Et j'ai remarqué en fait qu'au fil des années, plus Wes Anderson fait des films, plus une partie de la critique en fait est très gênée vis-à-vis de son cinéma, et un peu comme nous, est exaspérée. Mais la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que t'as pas l'impression, c'est ce que entre guillemets on sauverait dans le film, c'est un peu triste d'en arriver là, est-ce que t'as pas l'impression quand même qu'à un moment sa mise en scène évolue un peu dans ce film-là, parce que tu parles d'explosion, d'accident, je pense au dernier quart, à la scène de dispute avec Benedict Cumberbatch. Oui. Où là c'est le chaos, le chaos total. Ça je l'avais remarqué, mais en fait le film débute par une explosion et finit par une explosion, avec en effet un chaos total où cette espèce d'infrastructure en maquette, qui est une présentation en fait pour expliquer le projet d'après ce que j'ai compris, est complètement détruit par l'un des méchants de l'histoire, on va dire, qui est l'oncle Newbar, il me semble. Oui, tu voulais... Oui, non, mais j'ai l'impression que ça, en fait, c'est une espèce de peut-être métaphore du cinéma de Wes Anderson lui-même. Oui. On a souvent taxé comme ça de miniaturiste. Donc à la fin du film, il l'explose. Oui. Et puis peut-être que Benicio del Toro est un double du cinéaste, parce que Wes Anderson, donc on a parlé de ce style qui est vraiment dans le contrôle. Wes Anderson, au fil des films, est devenu, j'ai l'impression, un cinéaste complètement démiurgique, en fait, qui veut tout contrôler. Un peu comme Corda, le personnage incarné par Benicio del Toro. Oui. Qui veut tout contrôler. Et à la fin du film, bon, le projet Corda capote, et Benicio del Toro finit cuisinier. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a que là, Wes Anderson nous dit, mais en fait, moi, vous me critiquez, vous me trouvez démiurgique et tout, mais
moi, dans le fond, je fais de l'artisanat, puisque la cuisine est l'art le plus, entre guillemets, artisanal de toutes les formes artistiques. Bah ça, je suis assez d'accord et c'est à la limite quelque chose qu'on pourrait tout à fait voilà lui reconnaître et puis enfin encore une fois, je garde aussi cet aspect fascinant pour un peu continuer sur l'idée de cet artisan comme tu disais, artisan du détail de la enfin vraiment ce côté un peu très manuel. Mais c'est aussi en ça que je disais que vraiment là Wes Anderson finit vraiment par être un réalisateur aussi d'anecdotes, de making-of, où on recherche souvent comment il a fait pour faire tout son décor. Moi, je pense un peu, enfin, par exemple, j'ai lu un article du Monde où il y avait un peu genre une suite de choses comme quoi, par exemple, pour certains de ses films, il imposait à ses figurants de mettre des sous-vêtements d'époque en fonction de la période. Autre exemple, enfin. J'en ai plus. Si, il y a les gâteaux de Grand Budapest Hotel. Il les a fait faire, pardon, par une chef allemande, mais une jeune chef pour qu'ils soient un petit peu décomposés ou pas tout à fait parfaits. Enfin voilà, tout ce côté un peu très où on cherche un peu plus dans le détail de comment il a fait, plutôt que de regarder aussi le film en soi dans son ensemble. Oui. Mais t'as pas été un petit peu séduit par ce scénario à la croisée du scénario d'arnaque, de films d'espionnage, de films géopolitiques, de drame familial? Bah non. Clairement, non. En fait, c'est juste que, enfin bon, on voit tout de suite que, je pense à dessin, l'histoire de transactions, puis la suite de scènes, en fait, c'est très rapide. Je suis désolée, en fait, j'arrive pas à suivre. J'ai l'impression qu'il y a une image par seconde. Enfin, vraiment, psychologiquement, ça me fait cet effet, et donc ça donne un peu plus un mal de tête à la fin, parce que même ces espèces de mouvements caméra très rapides. C'est travelling latéraux dont je parlais, oui. Latéraux, c'est hors champ. Il y a des choses intéressantes et voilà qu'on retrouve déjà avant, et pour moi, j'ai du mal à y percevoir quelque chose d'un peu original, nouveau, ou qui tend éventuellement vers quelque chose de plus. Enfin, je sais pas. Oui, non, je suis d'accord. C'est un cinéaste qui se renouvelle pas du tout, et cette espèce d'imaginaire moyen-oriental, très années 30. J'ai l'impression que le film, c'est entre l'Orient Express et le cinéma Le Luxor à Paris, pour ceux qui connaissent. Ouais. Et puis d'ailleurs, ça me fait penser, tout à l'heure, tu disais réalisateur indépendant. Enfin, entre guillemets, oui. Voilà, entre guillemets, tu disais, c'est vrai que c'est un peu ça, parce que, alors je sais pas si c'est vrai, mais toujours dans l'article du Monde, il disait que Wes Anderson serait appuyé par une espèce de grand mécène. D'accord. Une sorte de mécène milliardaire qui s'appelle Stephen Rails, et qui serait le propriétaire de Criterion Collection. D'accord. Éditeur de DVD de films et oui, assez connu aux États-Unis, enfin prestigieux. Et donc en fait, ce qui fait qu'il a mais clairement les moyens de développer tout ce décor, d'emprunter au musée des tableaux comme ça. Enfin, il y a un Matisse, il y a un Magritte, pardon. Il y a un Magritte, il y a un Renoir aussi dedans. Et je n'ai plus les noms des musées. Je crois qu'il y a un musée allemand. Mais voilà, ça se voit qu'il a les moyens de ses son cinéma, oui. Voilà. D'ailleurs, en parlant de tableaux, on n'en a pas encore parlé, mais le cinéma de Wes Anderson est très référencé. Oui. Alors bien sûr, il y a l'ombre de Jacques Tati qui plane dessus. Moi, je trouve qu'il y a aussi Jean-Luc Godard quand même, notamment le générique en couleur. Et là où Godard est le plus présent pour moi, et ça m'a énormément questionné. Je ne sais pas si on aura une réponse, mais la bande originale d'Alexandre Desplat, qui ma foi est une de ses meilleures, elle est très inspirée, mais vraiment très inspirée. Il y a clairement une citation de la composition de Georges Delerue pour Le Mépris. Je sais pas si tu as fait attention. Non. Et vraiment, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a cette citation-là. Je comprends pas ce qu'elle vient faire là, à part comme ça alimenter un espèce de décorum général. Ben ça, c'est un peu une poursuite, j'ai l'impression, parce que je trouvais justement que cette influence, elle était déjà présente. Cette inspiration, du moins, elle était déjà un peu présente dans French Dispatch. Oui. Bon, notamment liée à la thématique aussi. Bon, oui. Le film se passait en France. Machin, ouais, voilà. Mais oui, sinon après, moi, je ne vois pas personnellement ce que ça apporte d'autres au film. Mais c'est ça, ouais.
Bon, eh bien, on finira sur cette référence godardienne dont on ne sait pas quoi faire dans le cinéma de Wes Anderson. C'est ça. Et à bientôt, Isilda. À bientôt, Samuel. Merci.